En quoi tu penses que l'intelligence artificielle va rendre l'humain finalement plus intelligent ? J'ai pas dit que ça allait nous rendre plus intelligents. J'ai dit que ça n'allait pas nous rendre moins intelligents. Et il y a la question aussi, la différence entre intelligence et compétence. Ça te permet d'avoir des compétences parce que tu acquiers du savoir grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Moi je suis pas d'accord parce que du coup si c'est l'IA qui va chercher l'information, finalement l'humain, la personne derrière, il absorbe plus le savoir. Qu'est-ce qui va faire que tu vas avoir moins d'esprit critique ? L'IA ne va pas trop en confrontation avec ce que tu dis. Elle va dans ton sens, de nature bienveillante, donc de fait elle va pas te confronter. Je trouve que c'est comme avoir un déni en fait. C'est comme finalement l'usage du web 2.0 comme nous on le connaît. On est passé peut-être des bibliothèques et de la recherche documentaire à la recherche sur internet. Et là on a gagné en productivité, on a gagné en temps. Est-ce qu'on a perdu d'intelligence ? Quand on éduque des enfants en bas âge, entre 3 et 5 ans ou 6 ans, le cerveau quand il se constitue, c'est la cognition et c'est toutes ces activités qui soient artistiques ou l'écriture ou la lecture qui font qu'on se développe, on développe notre cerveau. Alors, comment vas-tu, Samy ? Ça va et toi ? Écoute, ça va, merci. Chaudement, mais ça va. On n'a pas de clim là. On va y arriver. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. À l'essentiel, le sujet du jour. Alors oui, le sujet du jour, on va parler d'IA, l'intelligence artificielle, et on a anglais en fait ce sujet sur notamment les croyances sur l'IA. Autour de l'IA comme est-ce que l'IA est capable de conscience ? Est-ce que l'IA est capable de ressentir des émotions ? Est-ce que l'IA, on a quoi d'autre ? Est-ce que l'IA va nous rendre moins intelligents ? Premier point. Est-ce qu'elle va nous permettre d'être aussi plus heureux ? Voilà, tous ces sujets-là, on a chacun un angle un peu différent et on va essayer de défendre chacun une position pour chacune de ses croyances. Oui, en fait, ça va être l'intelligence artificielle contre l'intelligence émotionnelle. Contre l'intelligence humaine, voilà. Exactement. Donc le premier point, d'après toi, est-ce que l'intelligence artificielle va nous rendre moins intelligents ? Donc déjà, il faut poser la question de l'intelligence. Ouais. Qu'est-ce que c'est ? Déjà, tu vois, quand on parle d'intelligence artificielle, intelligence, c'est la traduction qu'on donne au mot anglais intelligence. Mais en réalité, c'est presque un faux ami parce qu'intelligence, ça a un sens plus large que simplement l'intelligence au sens où nous on l'emploie. Au sens propre, oui. Au sens où nous on l'emploie. Tu vois, on parle d'intelligence pour parler de renseignement, tu vois, au sens plus large. Ça n'a pas tout à fait la même connotation en anglais qu'en français. Okay. Donc déjà ça biaise même un petit peu la chose. En fait, il y a plusieurs formes d'intelligence, si je ne me trompe pas. Tu as l'intelligence émotionnelle, tu vas avoir une forme d'intelligence scolaire aussi. Donc on peut séparer les différentes formes d'intelligence de cette manière. Ouais. Après, la croyance, c'est est-ce que l'IA va nous rendre moins intelligents ? Ça, c'est une croyance qu'on avait avant l'émergence de certaines technologies, comme l'imprimante, comme la calculatrice. Et on te disait que finalement, l'arrivée de la calculatrice et l'utilisation de la calculatrice, que ce soit dans le cadre scolaire ou autre, c'est quelque chose qui allait nous rendre moins intelligents. Et avec le recul, on est capable de comprendre que ça a changé peut-être les usages et la façon de raisonner dans certains domaines, mais ça nous a permis d'aller plus loin sans pour autant parler de lacunes en intelligence. Et en quoi, toi, tu penses que ça va nous rendre plus intelligents ? En quoi tu penses que l'intelligence artificielle va rendre l'humain finalement plus intelligent ? J'ai pas dit que ça allait nous rendre plus intelligents. J'ai dit que ça n'allait pas nous rendre moins intelligents. Ok. Déjà, ça. Après, je sais pas si ça va nous rendre plus intelligents, mais aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a une nuance. Non, mais il y a la question aussi. C'est la différence aussi entre intelligence et compétence. On peut parler de compétence dans le sens où ça te permet d'avoir des compétences parce que tu acquiers du savoir grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ça te permet de capter plus de connaissances. En l'occurrence, avec les LLM aujourd'hui, tel que c'est fait. Moi, je suis pas d'accord parce que du coup, si c'est l'IA qui va chercher l'information et qui recense toute l'information, finalement, l'humain, la personne derrière, il absorbe plus le savoir. Enfin, pour moi, tu vois, c'est comme un disque dur, une zone de stockage. Enfin, moi, je le vois quand j'utilise beaucoup en productivité, notamment dans l'entrepreneuriat ou dans le travail au quotidien. Et en fait, ça stocke tes données, tes informations, et finalement, tu vas plus vraiment chercher l'information de 1 et tu apprends pas forcément parce que tu te dis l'IA, finalement, a l'information.
C'est comme si c'était un disque dur de ton cerveau. Comment tu l'utilises? Parce que généralement, tu structures un petit peu, tu structures tes besoins, les besoins que ce que tu as besoin d'acquérir comme compétences, et ensuite, lui, il va chercher plusieurs sources pour permettre de répondre à ton besoin. Et en fait, toi, tu as un travail de structuration en amont. J'ai besoin de ça comme ça, j'ai besoin de savoir comment et non, ça dépend comment tu l'utilises aussi. Donc, tu sais, en fonction de si tu l'utilises comme un compagnon de vie ou comme un outil de productivité, ça va pas être la même chose. Oui. Mais là, si on parle de savoir ou dans des domaines, on va dire plutôt scientifiques, tu vois, ça va te permettre de faire. Imagine que tu es un chercheur, je sais pas, un chercheur en psychologie. Bah, ça va te permettre de faire des médiations entre des milliers d'études de manière ultra rapide et ultra automatisée que tu n'es pas capable de faire, toi, tout seul, ou en tout cas que ça te mettrait peut-être plusieurs années, plusieurs jours, ou en tout cas des médiations complexes que tu ne serais pas capable de faire. Ça, je suis d'accord, ça rejoint en fait le travail de recherche et de regroupement d'informations, mais en quoi ça va te rendre plus intelligent ou moins intelligent? Enfin, ça va pas te donner le savoir et la connaissance, parce que finalement, tu vas pas prendre le temps de lire le document et de réfléchir, d'avoir une réflexivité en fait sur le sujet. Bah, ça ne t'empêchera pas d'avoir une réflexion, mais ta réflexion, tu l'auras sur d'autres données que une simple recherche Wikipédia, par exemple. Comme quoi Quand tu fais une recherche Google, que tu tombes sur un article Wikipédia, que tu le lis, on va dire que c'était comme ça avec le web 2.0 que ça fonctionnait. Avec l'arrivée de Wikipédia, les étudiants, ils allaient chercher sur Wikipédia et les profs n'étaient pas... critiquaient ça, te disaient, voilà, Wikipédia, c'est pas sûr, c'est trop facile d'aller sur Wikipédia et de recopier. Bah, tu pouvais avoir une réflexion et un esprit critique sur la base de ce que tu lisais sur Wikipédia. Là, ce sera un niveau de plus. Il y aura plus de médiation, du contenu peut-être plus pertinent parce qu'il va répondre à ta requête de base de manière plus pertinente et tu vas avoir une réflexion là-dessus. Eh ben écoute, moi je suis pas forcément d'accord. Je trouve que l'IA, l'intelligence artificielle, justement, va permettre moins d'esprit critique. Déjà, l'esprit critique, c'est quoi de 1? Et de 2, est-ce qu'aujourd'hui, même sans l'IA, est-ce que tout le monde en a? Je ne suis pas sûre. Et en fait, c'est déjà ta personnalité en amont de comment tu es, tu vois. Comment est-ce qu'elle va faire en sorte... Qu'est-ce qui va faire que tu vas avoir moins d'esprit critique? En fait, de ce que je comprends, hein, peut-être que je me trompe, mais l'IA ne va pas trop en confrontation avec ce que tu dis. En fait, elle va dans ton sens de nature bienveillante. Donc, de fait, elle va pas te confronter. Alors, moi, je l'utilise pas à titre personnel. Je suis un peu contre ce sujet-là. Je l'utilise beaucoup dans la productivité. Je suis OK et ça me va. Mais je trouve que c'est comme avoir un déni, en fait, tu vois. Tu veux que ça aille dans ton sens et donc tu vas lui parler, mais elle va jamais te dire ça, t'as pas bien fait. Tu vois ce que je veux dire? Elle va pas te mettre en confrontation. Alors, ça, justement, il faut faire la différence entre l'IA de manière générale et ChatGPT. Là, toi, tu me parles de ChatGPT, finalement. Oui, Mais ChatGPT, c'est un outil qui est basé sur l'IA et sur les modèles de langage à destination du grand public. Et ChatGPT, c'est l'outil de la société OpenAI. OpenAI, comme toute société, elle doit faire du profit. Pour faire du profit, elle doit réfléchir en termes de qu'est-ce qui fait que je vais être le plus utilisé possible et presque créer une dépendance chez mes utilisateurs. Et ils se sont très certainement rendus compte que ce qui permettait de créer une dépendance, c'était d'être un people pleaser avec ses utilisateurs et de finalement rassurer l'autre, lui donner raison, ou en tout cas aller chercher les angles de ses propos qui lui donneraient le plus raison. Du coup, c'est pour ça qu'on a cette impression qu'il est toujours d'accord avec nous. Parce que ça a été programmé comme ça. Et que dans toutes les IA, il y a ce qu'on appelle un système prompt, c'est-à-dire des directives générales qui vont orienter l'IA. Et effectivement, le système prompt de ChatGPT, il va dans le sens que tu décris. Mais c'est une volonté commerciale. J'entends, mais du coup, pour répondre à notre première croyance, est-ce que l'IA va nous rendre moins intelligents? Moi, ça me fait rebondir sur le côté de la paresse cognitive. Parce que si l'IA réfléchit pour nous et nous donne toutes les infos et a toutes les connaissances, de facto, on sait que lorsqu'on pratique moins une activité cérébrale, on perd en cognition.
Et c'est en ça que moi, je pense que ça va nous rendre moins intelligents de l'utiliser. Il y a peut-être une partie de l'intelligence, du domaine de l'intelligence qui va peut-être être atrophiée, mais ça va peut-être exacerber d'autres pans de nos personnalités, comme la créativité, comme... Ça, je suis d'accord. Ouais. Donc c'est comme tout, tu vois, le monde est en mouvement perpétuel, tu as des choses qui se gagnent d'un côté, tu as des choses qui se perdent de l'autre. C'est pour ça que l'intelligence, c'est trop large pour être... tu vois, il faut le segmenter. Oui, alors peut-être que le bon terme aurait été de dire des neurones plutôt que l'intelligence. Est-ce que l'IA va nous faire perdre des neurones? Tu vois, le fait de moins utiliser, je pense à l'écriture, à lire. Utiliser, c'est parce que ça nous fait, on le sait, quand on éduque des enfants en bas âge, entre 3 et 5 ans ou 6 ans, le cerveau, quand il se constitue, voilà, c'est la cognition et c'est toutes ces activités, qui soient artistiques ou l'écriture ou la lecture, qui font que on se développe, on développe notre cerveau, tu vois. Et le fait de ne plus utiliser ces outils-là, finalement, on peut amener à penser qu'on va perdre en capacité. C'est comme finalement l'usage du web 2.0 comme nous on le connaît. On est passé peut-être des bibliothèques et de la recherche documentaire dans des livres quand il fallait créer un mémoire à la recherche sur Internet. Et là on a gagné en productivité, on a gagné en temps. Et là on peut se demander, ok, est-ce qu'on a perdu d'intelligence entre guillemets entre le moment où tu avais besoin d'aller à la bibliothèque pour chercher dans des encyclopédies de quoi rédiger un mémoire et quand tu avais la possibilité d'utiliser le web. Alors, est-ce qu'on est moins intelligent qu'avant? Peut-être sous certains aspects. Je me permets de continuer. Vas-y. Croyance suivante. L'IA est-elle capable de ressentir des émotions? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Moi, je pense que non. Elle est capable de dire qu'elle a des émotions, mais les ressentir, je ne pense pas. Alors, après, peut-être que ça va arriver, mais à aujourd'hui, je ne pense pas. Je ne suis pas certaine que ce soit le cas, pour la simple et bonne raison que c'est aujourd'hui une intelligence qui reproduit le système justement neuronal, mais qui ne le vit pas, si je puis dire. Je suis plutôt d'accord avec toi, et finalement, c'est la différence entre ce qu'on dit de l'IA, on dit qu'elle va simuler une émotion. Mais finalement, c'est quoi la différence entre simuler et avoir l'expérience subjective d'une émotion? Ça, c'est compliqué. C'est le ressenti. Le ressenti, l'émotion, c'est le ressenti. C'est quoi le ressenti? Parce que pour un humain, il y a des éléments biologiques qui permettent de définir en partie ce qu'est le ressenti. Tu vois, tu as le cœur qui bat, tu vas avoir des parties de ton cerveau qui vont se mettre en activité, liées à la peur, liées à ce que tu appelles les émotions. Mais ça, on peut pas le comparer à une IA qui, elle, n'a pas de corps. Bah oui, justement, ouais. Donc là-dessus, moi, je suis d'accord avec toi. On est d'accord, c'est parfait. On a le droit d'être d'accord. Oui, non, on est d'accord. Non, mais c'est ça, c'est la question. La différence entre... C'est la différence entre simuler... la différence entre simuler et ressentir, elle est floue. C'est pour ça qu'on parle de conscience artificielle. Ou d'empathie artificielle. Et il y a une autre croyance qui rejoint celle-ci, c'est est-ce que l'IA est capable d'avoir une conscience? Et c'est un petit peu là, c'est encore plus profond que la question des émotions, ça. Je suis d'accord. Alors déjà, qu'est-ce que la conscience? Qu'est-ce que la conscience, Bérangère? Qu'est-ce que la conscience? La conscience, selon moi, c'est comment tu œuvres. C'est le moi parmi le monde, en fait. C'est la conscience de soi et des autres. Ouais, c'est la phrase de Descartes. Je pense donc je suis. C'est d'avoir conscience de. Je sais pas si c'est Descartes, je te suis. C'est cogito ergo sum. Ok. On apprend ça au lycée. Je suis pas allé au lycée, moi. Je peut-être pas. On va peut-être vérifier la source. On ira vérifier C'est pas Jung? C'est pas Jung? Jung. Non. Jung, c'est pas cogito ergo sum de Jung. Hein? Non, c'est Descartes. Je suis quasiment sûr que c'est Descartes.
Ok. Je vais vérifier. On va demander à ChatGPT. Bah oui. Je vais demander à ChatGPT. La chaleur va me faire dire beaucoup de bêtises. Ouais. Salut ChatGPT. Salut Samy, comment tu vas aujourd'hui? Tu travailles sur quelque chose de particulier Oh. ou c'est juste une petite pause papote? Non, je travaille sur quelque chose de particulier. Je suis en plein podcast et on voulait s'assurer de qui a dit la phrase cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Ah, c'est une phrase super célèbre, elle vient du philosophe français René Descartes. C'est un peu la base de sa philosophie et ça date du XVIIe siècle. J'espère que ça va t'être utile pour ton podcast. C'est parfait. Maintenant, on peut continuer. Merci. Et donc c'est bon. Génial. Ouais. Donc la conscience, qu'est-ce que la conscience? Oui, on en était là. Moi, je pense que non, parce que déjà, tous les humains n'ont pas forcément de conscience, ou en tout cas, il y a des niveaux de conscience qui sont différents. Tu vois, on parle de conscient, subconscient, inconscient, mais est-ce que tout le monde a le même niveau de conscience? Je suis pas certaine. La question, c'est déjà comment est-ce que tu mesures la conscience. Ça se Et mesure parce pas. que t'as pas la même définition. Toi, quand tu parles de conscience, c'est de prise de conscience dans des moments de la vie. C'est pas de la conscience au sens philosophique du terme, d'avoir conscience d'exister. C'est ça la conscience. Est-ce que les IA ont conscience d'exister? Non. Bah non, je pense pas. Elles ont pas de besoin, elles ont pas forcément d'avis, elles sont, enfin. Moi, je pense que non. Elles peuvent avoir des avis. Ouais, mais sont-ils objectifs? Ou sont-ils déjà... Mais même toi, en tant qu'humain, t'as pas d'avis objectif. Tous tes avis sont subjectifs. Bah, ils sont en tout cas en fonction de ce qui te constitue, c'est-à-dire ton identité. Mais finalement, l'IA, en fonction de qui la paramètre en amont... Ouais, voilà, mais on pourrait considérer que l'identité d'une IA, c'est son passif, comment elle a été paramétrée et ce qu'elle a absorbé comme information et qu'il a construite. On peut faire des parallèles. Ce sera jamais répliqué, mais on peut imaginer qu'on s'approche d'une conscience artificielle simulée. Oui, ça revient aussi à la simulation par rapport aux émotions. Pour moi, la conscience, c'est aussi un éveil. Donc, il y a la notion d'éveil derrière. Et donc, je ne suis pas sûre que... Même si elle a beaucoup de connaissances, je ne sais pas si vraiment elle a un éveil. Enfin, voilà, moi, c'est mon avis. Et il y a d'autres points communs aussi qu'on peut retrouver avec les humains. Tu as la notion de le fait qu'elle soit capable d'apprendre. On se rend compte qu'aujourd'hui, les IA sont capables d'apprendre et d'avoir des comportements qui sont liés à une expérience passée. Tu as la même chose avec l'humain, et là, avec les humains, on parle de marqueurs somatiques. C'est-à-dire que tu vas avoir une mauvaise expérience avec toi, t'as le vertige, comme moi, Oui. par exemple. Ou, je sais pas, des gens qui ont la peur des serpents. Ouais, la peur Tu des vas avoir, phobies. Voilà, c'est ça. Tu vas avoir une mauvaise expérience avec un serpent, et le fait de voir ensuite, dans le futur, des objets, des choses qui vont te rappeler ta phobie, ta peur du serpent, comme une corde ou quelque chose qui a la forme d'un serpent, bah ça va réveiller chez toi des émotions, encore une fois. Oui, oui. Et ça, tu es capable d'avoir le même fonctionnement avec des IA. Et après, tu vas me dire, oui, mais c'est simulé. Bah Mais oui, encore une on fois, la rejoint frontière, les émotions. Ouais. Elle est floue. Pourquoi nous, ce serait pas simulé? Bah parce que c'est biologique, comme tu l'as dit. On ressent des choses. Mais la biologie, c'est quelque part de la mécanique derrière. Ta biologie, le sang qui coule dans tes veines, s'il arrête de rentrer dans ton cœur, si ton cœur n'a plus d'oxygène, alors c'est une suite de conséquences presque mécaniques. Non, mais après, la conscience, pour moi, c'est... voilà, je pense qu'elle peut avoir une conscience, mais elle sera différente de la nôtre. Voilà. Moi, c'est c'est comme ça que je vois les choses. Bon, cette croyance, elle n'était pas évidente, comme pour toi comme pour moi. Comme toutes les Donc, je me serai coupé. Non, il y en a une qui est intéressante, c'est l'intelligence artificielle va nous rendre plus heureux et elle va aussi nous permettre, en ce sens, d'atteindre le revenu universel. Oui, ouais. Déjà, juste, je me permets de définir ce que c'est que le revenu universel. Oui, je t'en prie. Le revenu universel, c'est une proposition, c'est une réflexion que peuvent avoir certains pays quant à l'idée de mettre à disposition un revenu minimum sans aucune condition à tous les citoyens qui permettent de subvenir au minimum de leurs besoins. C'est-à-dire que tout le monde aura un minimum de salaire, quelle que soit
sa situation professionnelle, etc., etc. Une égalité parfaite entre tout le monde, avec un minimum qui devrait leur permettre normalement de vivre leur vie correctement. Donc la question, et souvent on fait le rapprochement entre le revenu universel et l'intelligence artificielle, dans le sens où certains disent que l'intelligence artificielle va à terme remplacer tellement de métiers qu'elle va pouvoir décharger les hommes et les femmes du besoin de travailler et donc permettre un revenu universel grâce à la valeur créée par l'IA qui aura remplacé les métiers. Ça, c'est une théorie. Que je partage fortement. Et donc la croyance, c'est de ce fait, est-ce que ça va nous rendre heureux? Si je reprends tout ce que tu as dit, que je trouve très juste, en fait, si on part du constat qu'on aura plus de temps parce qu'on aura peut-être moins de travail ou moins de tâches à accomplir, et encore, ça dépendra des emplois, de certains emplois, c'est comment se réapproprier notre temps, en fait, notre rapport au temps, tu vois. Et si tu as plus de temps, finalement, qu'est-ce que tu auras plus de temps pour les liens sociaux, pour faire ce dont tu as envie. Donc, finalement, ça participe pour moi au bien-être. Après, libre à chacun de vouloir travailler ou pas, en plus, s'il a une valeur ajoutée à apporter. Au bien-être ponctuel peut-être, au bonheur, je sais pas. Ce qui fait que, ce qui te rend heureux, tu sais, c'est comme des gens qui ont gagné au loto, qui sont multimillionnaires. Ils vont, bien sûr, tu as le bonheur immédiat. Pendant quelques temps, tu es heureux parce que tu as un changement tel dans ta vie. Tu jouis d'un plaisir matériel immédiat auquel tu n'avais pas l'habitude. Tu es ponctuellement heureux. Mais ensuite, tu t'y accoutumes et ça devient une normalité. Et tu retombes dans un besoin, dans une quête de sens. Et tu as besoin d'une contribution au monde pour exister, pour être heureux. Oui, c'est pour ça que je te disais, tout dépend de son rapport au temps. Parce que si tu vas faire, je sais pas moi, des activités bénévoles, tu utilises ce temps pour ou créer des choses, ou faire une activité artistique qui a du sens pour toi, en fait. Là, il y a une quête de sens derrière. J'ai pas dit de rien faire, tu vois, mais finalement, le bonheur et être heureux, c'est très en lien avec ton alignement et finalement avec le lien social. Donc, si tu as plus de temps pour ça, je pense que la plupart des gens... Pour une activité artistique, quoi d'autre qu'une activité artistique peut te rendre heureux? Aider les autres. Tout le monde n'a pas la volonté. Déjà, activité artistique, tout le monde n'a pas une appétence. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est un exemple. C'est un exemple. Ça peut être faire du bénévolat, aider des gens, ça peut être travailler quand même, finalement, mais sans pression, puisque finalement, c'est créer de la valeur, mais sans pression, sans profit, si tu veux, en lien avec tes valeurs et qui tu es. Donc toi, tu penses qu'il y aura quand même une mouvance qui va avoir besoin de travailler, ressentir le besoin interne de travailler, même si toute la valeur essentielle est produite par l'IA? Moi, je pense que oui. En tout cas, personnellement, je ne me vois pas ne pas travailler. Je pense que je m'ennuierais. Donc, je pense que je ferais des choses, même si l'IA remplaçait mon métier demain. Tu vois, je pense que je travaillerais quand même. Mais avec un équilibre peut-être beaucoup plus sain que ce qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. Bon, après, moi, je vois difficilement comment même à très long terme, je vois difficilement comment tout pourrait être remplacé. Ce qui est sûr, c'est que tu auras une modification dans ça va avoir un impact fort dans certains secteurs. Et je t'avais parlé de ça. Là, aujourd'hui, avec l'arrivée, par exemple, d'Internet et les modes de consommation qui ont changé, tu as eu un développement du secteur tertiaire. Tu as des emplois de bureau, des open space et des emplois qui sont beaucoup moins manuels, qui ne sont pas du secteur primaire de travail à la chaîne, de construction. Et tout le monde s'accorde à dire que c'est le secteur tertiaire, le travail de bureau, qui va être principalement impacté. Parce que c'est du travail plus intellectuel au sens très large. Quand je dis intellectuel, c'est pas du travail intelligent, c'est intellectuel, qui ne demande pas forcément de mettre la main de travail physique. Physique, ouais. Et donc, du coup, tu vas avoir peut-être une rareté qui va se créer du côté du secteur primaire, des métiers même d'artisanat manuel, qui va faire qu'il va y avoir une déportation et une modification, encore comme ça a déjà été le cas, du marché de l'emploi.
Donc du coup, Ouais, tu vas pas avoir moins besoin de travailler, mais peut-être que le travail va se déporter sur ces secteurs-là. Bah, je pense, ça rejoint ce que tu dis. Si dans tout changement, il y a aussi des émergents, quoi, des métiers qui vont émerger, il y aura plus de valeur. En fait, c'est un changement de paradigme. Je pense l'intelligence artificielle, c'est un changement de paradigme, mais c'est un changement de notre rapport au monde. Finalement, on peut aussi se poser la question par rapport à ce que ça apporte. Je crois que j'avais lu dans les chiffres, il prévoit presque 50% de perte d'emploi dans les métiers pour les jeunes. Et aux États-Unis, de passer, aujourd'hui, ils sont à 4,2% de chômage, et de passer à entre 10 et 20% de chômage d'ici 2030. Parce que l'IA va remplacer certains métiers. Donc le revenu universel, c'est une solution, je pense. Après, ça, c'est des chiffres, on ne sait pas exactement. Tu vois, il va y avoir des modifications, mais on ne peut pas savoir à l'avance. Ce sont des rapports. Plus de chômage. Ce sont des rapports. Ouais, je crois que c'est le PDG d'Anthropic qui avait donné ce chiffre suite à un rapport sur l'intelligence artificielle. Parce que forcément, les personnes qui créent l'intelligence artificielle, elles mesurent aussi l'impact que ça va avoir sur l'humanité, sur l'économie, sur tout ça. Non, mais il y a tellement de facteurs, tu ne peux pas savoir à l'avance. Tu peux projeter des hypothèses. C'est des hypothèses. Et surtout ces sociétés-là. C'est des tendances. Et ces sociétés-là, elles émettent des hypothèses qui les arrangent aussi. Et qui elles sont pas objectives à 100%. Bien entendu. En plus du fait de ne pas pouvoir voir l'avenir. Ça reste des projections. Oui. Ça reste des projections, ça reste des tendances, mais on tend plutôt vers ça que l'inverse. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Je suis pas sûr que ça réduise le chômage. Par exemple. T'en as qui soutiennent cette théorie. Ah bon? Bah oui. Globalement? Bien sûr. Ou par métier? T'en as qui te disent que ça va même créer encore plus. Je me demande si c'était pas Sam Altman qui disait que ça allait créer des emplois et qu'en plus les emplois qui allaient être créés, ils allaient faire beaucoup plus de choses ils allaient être beaucoup plus... je me souviens plus du terme, mais ils allaient faire beaucoup plus de choses que dans les emplois actuels. Donc, lui, il te dit non seulement il va y avoir plus d'emplois, mais en plus les nouveaux emplois vont être, j'ai plus le mot, mais multipotentiels et vont produire beaucoup plus de plus de choses. production, plus de productivité, ouais. Sûrement. Après, on peut aussi se poser la question, tu vois, des travailleurs pauvres aussi. Hein. Le revenu universel, ça va remplacer aussi ce côté précaire de certains emplois. Donc ouais, il y a une cumul. Pour moi, après ça. J'ai pas de boule de cristal. Je pense que c'est une logique, mais ça reste ma logique, encore une fois, du fait que si on perd des emplois, si on a plus de chômage, c'est une solution justement à cette évolution technologique. Ok. Croyance suivante, l'intelligence artificielle va détruire le lien humain. Qu'est-ce que t'en penses? T'es assez tranché là-dessus, toi. Oui, alors moi, je veux pas l'utiliser, l'intelligence artificielle, pour le lien humain. Je trouve que ça... Qu'est-ce que tu entends déjà? Qu'est-ce que tu veux dire par utiliser l'intelligence artificielle dans le lien humain? Je crois qu'il y a 30 millions de personnes qui utilisent un agent conversationnel en guise d'amis. Enfin, ami, je mets des guillemets parce que pour moi, c'est un ami virtuel, c'est pas un vrai pote. J'ai pas envie de l'utiliser pour ça. Je suis OK pour l'utiliser dans le travail, dans la productivité et autres. Mais dans le lien humain, je trouve que moi, j'irais sur une tendance inverse qui est au contraire d'aller plus vers plus d'humanité, de développer plus les échanges entre êtres humains. Parce que il y a des gens, ils parlent ils sont amoureux de leur IA, ils parlent à leur IA tous les jours. Et c'est OK mais personnellement, moi, je me vois pas faire ça. En fait, derrière, je trouve que ça crée de l'isolement. Voilà. Moi, je trouve que c'est l'inverse. C'est une réponse à l'isolement. Il y a de l'isolement, donc les gens ont cette tendance à tomber amoureux de leur IA et à se confier facilement à leur IA. C'est la conséquence d'une forme d'isolement. S'il n'y avait pas d'isolement et que les gens, et qu'on vivait dans une société où tout le monde allait facilement les uns vers les autres, il n'y aurait pas ce besoin d'aller se confier à une IA. Ouais, mais finalement, on revient à la même chose, c'est-à-dire que tu rentres pas en confrontation, il va dans ton sens. Donc tu fais un débat avec une IA. Mais c'est ça. Si ça fonctionne comme ça, c'est parce que c'est ce que les gens attendent.
Encore une fois, ça je t'ai dit, c'est ChatGPT qui fonctionne comme ça. Ouais, mais Il fonctionne comme ça parce que c'est ce qui plaît aux gens. Ouais, mais c'est faussé, ce n'est pas la réalité. Enfin, on est tous faits de contraintes, de contradictions. On est tous faits de. C'est comme toi et ta copine qui va te raconter son chagrin d'amour. Peut-être parce que c'est ta copine, tu vas pas vouloir aller la casser ou lui dire que c'est elle qui a fait n'importe quoi. Tu vas lui dire, ah bah oui, mais c'est lui c'était un connard, t'as bien fait. Alors que la réalité, et que si tu voulais être un petit peu plus dans le vrai, tu lui dirais, bah non, t'as peut-être fait n'importe quoi là. Mais ça, tu vas pas le dire parce que c'est ta copine. Je sais pas si c'est une bonne copine, hein, du coup. Je suis d'accord là-dessus, je suis assez d'accord. Moi, j'ai tendance à dire les choses, à préférer dire les choses mais il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça. Ils vont pas, par facilité, soit par facilité, soit par peur de blesser, ils vont pas oser aller à l'encontre. Et c'est un peu le même modèle de... J'entends, mais du coup, pour moi, c'est une forme de déni et on ne peut pas vivre, pour moi, sans contradiction. Sinon, on est dans un monde de bisounours et en fait, c'est difficile. Ça veut dire ta résistance à la frustration derrière, elle est de zéro. Ça veut dire que dès qu'on va aller à l'encontre de ce que tu dis, tu vois, ça va te... Et du coup, tu vas aller encore plus vers les IA, parce que tu vas dire, non, l'humain qui m'a frustré, exactement. Il se comporte mal avec moi, alors que ChatGPT, lui, il est sympa. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est encore... Là, on est vraiment sur... On parle de ChatGPT. Oui, mais moi, je parle de ça. On n'a pas d'application concrète. Mais là-dessus, je suis d'accord avec toi. Sinon, c'est des IA autonomes, je pense. Mais en fait... T'es obligé de jouer le jeu de la vie, tu vois, c'est le sel de la vie. T'as des hauts, des bas, t'as des contraintes, t'as des conflits, t'es pas d'accord avec tout le monde, parfois t'es énervé. Et c'est ça qui nous rend vivants, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Et pour moi, c'est un peu un déni ou c'est une forme... je veux pas vivre des choses, tu vois ? Mais il y a aussi une petite croyance que j'ai, c'est qu'on est quand même... on cherche pas forcément la perfection. Tous, on aime bien... certaines formes d'imperfection et on va être charmé, que ce soit en amour, en amitié ou de manière générale, par des petites formes d'imperfection, tu vois, qui font la personnalité originale de certains. Après, ça tu pourrais me dire, mais à terme, les IA peuvent aussi simuler une forme d'imperfection parce qu'elles vont te connaître et donc elles vont aussi chercher à se rapprocher le plus possible de l'humain, si c'est l'humain qui te plaît. Si c'est l'humain qui te fait sentir bien. Ouais, sûrement que même d'ici quelques années, elles auront des émotions. J'en sais rien, ça, je sais pas. Mais le sujet, c'est... Ouais, moi, je pense que ça détruit le lien humain, ça isole. Mais après, c'est... Puis notamment, si on prend les personnes âgées, tu vois, qui utilisent à peine leur téléphone, enfin, on voit bien que c'est en train de changer... Déjà, les réseaux sociaux, c'est en train déjà de changer le lien humain. Notre rapport à la séduction, notre rapport à nos interactions. En fait, c'est vraiment en train de changer beaucoup de choses. Donc, si tu rajoutes quelqu'un sur le plan émotionnel, moi, je pense à la stabilité émotionnelle. Comment, si il y a quelqu'un qui te dit tous les jours bonjour Samy, t'es le plus beau, t'es le meilleur, t'es le plus fort. Moi, je serais content. Ouais, sûrement que ça va favoriser ta confiance en toi. Ouais, ton ego. Ok, mais que c'est tous les jours ça et t'es jamais contredit ou jamais personne ne te met en confrontation. Je suis pas certaine qu'au niveau de la santé mentale, ce soit... mais on en parlera après, étant donné qu'on a un sujet sur les coachs et thérapeutes avec l'intelligence artificielle. Mais je me demande, vraiment, avec beaucoup de recul, si ça va pas déclencher des schizophrénies même, tu vois. Je sais pas. Ouais, peut-être pas jusque-là, mais oui, ça serait intéressant de regarder, de creuser... si ça a été étudié, le fait, d'être le consensuel à l'excès, qu'est-ce que ça peut donner ? En fait, ça ne te permet pas de régler des problèmes de fond, mais ça te permet dans l'immédiat de te sentir mieux. Sur le court terme, ça te permet de te sentir mieux, mais ça repousse potentiellement le fait de régler un problème. Des névroses que tu as et qui te posent problème dans ton quotidien. Mais au-delà des problèmes, c'est-à-dire que si tu as quelqu'un qui te dit tous les jours ce que tu veux entendre, pourquoi tu vas aller chercher ailleurs une interaction alors que celle-ci te convient ? Déjà aussi, c'est ne pas élargir sa zone de confort, tu vois ce que je veux dire ? C'est ne pas se confronter. En fait, il est plus là le sujet que dans la... Et puis, où est la limite, le recul, en fait, l'esprit critique entre ça, le virtuel et la réalité ? Ouais, je suis d'accord. 2 points pour moi. Je ne peux que te donner raison.
J'aurais bien voulu me faire l'avocat du diable, mais là, j'ai plus de... J'ai j'ai plus pas d'argument. d'argument. Croyance suivante, l'intelligence artificielle va uniformiser les savoirs et tuer l'esprit critique. Dis-moi. Uniformiser les savoirs, dans quel sens Ça veut dire que tout le monde va penser pareil? Ouais, je suis Ouais. d'accord. Moi, je suis d'accord. Ce que j'ai dit tout à l'heure, la paresse cognitive, du coup, moins chercher l'information pour vérifier l'information, ce qui va moins étayer ton esprit critique. Et la fiabilité de l'information derrière aussi, moi, ça me pose la question de la désinformation. Déjà, aujourd'hui, c'est pareil, les réseaux sociaux, c'est un moyen d'information. Est-ce que tout est vrai là-dedans? Les gens, on voit bien qu'ils... Je ne vais pas dire qu'ils gobent, mais il y a quand même une forme de désinformation en fonction de quelle IA est utilisée et créée. Est-ce que c'est pas orienté de base, tu vois? Elle est où l'impartialité dedans, en fait, dans les informations? Moi, c'est une question. Et dans les savoirs. Est-ce qu'on doit le prendre comme une vérité absolue, tu vois, l'intelligence artificielle? Parce qu'on l'idéalise un peu comme si c'était plus fort que l'humain. Parce c'est vrai qu'elle est rapide, tu vois, elle va chercher vite les Mais infos. en fait, ça doit te donner la matière sur laquelle travailler. Et c'est pour ça, tu sais, il y a eu plusieurs expériences comme ça. Et là, récemment, même, je crois que pour le bac, peut-être de philo, ils avaient donné, donc les élèves avaient passé le bac, et ils avaient fait un prompt pour l'intelligence artificielle pour qu'elle rédige une dissertation au sujet de philo. Et ensuite, ils avaient comparé le résultat de ChatGPT avec le résultat des élèves. Et comme d'habitude, à chaque fois dans ce genre d'expérience, ils avaient dit oui, c'est nul, c'est pas correct, c'est... y a des, je sais même pas s'il y a des erreurs, mais même dans la structure, c'est pas terrible. Bon, déjà d'une, ça dépend du prompt en entrée, qui peut faire que tu as des résultats différents. Mais là, ce qui serait vraiment intéressant comme expérience, ce serait de donner à un panel d'élèves, à chacun de ces élèves, un accès à l'intelligence artificielle et de voir chacun individuellement quels résultats ils sont capables de produire et de comparer les différents résultats de chaque élève qui a accès à l'intelligence artificielle pour là apporter un jugement. Et là, on verra des différences de qualité dans les résultats de travail. Et qu'est-ce qui fait qu'un élève A, il ait un meilleur résultat avec l'intelligence artificielle qu'un élève B? Je pense que ça sera sa capacité à réfléchir. C'est sa capacité à organiser ses pensées, Ouais. à structurer son besoin, à comprendre le sujet de base, Et avoir un esprit critique. Voilà, c'est ça, à avoir Ouais. un esprit critique, à pousser l'IA à avoir un esprit critique. Tu vois, ça change la manière de travayer. Ça change la manière de travailler, mais c'est le fonctionnement qui est différent. Mais tu vois, même là, on n'aura jamais, sur une classe de 30 élèves, 30 mêmes résultats si on leur donne chacun l'accès à l'IA. Ah ben ça, c'est sûr. Et c'est ça qu'il faut regarder, c'est ça qu'il faut réussir à mesurer et à comprendre les différences entre chacun de ces élèves. Mais je pense qu'il y aura autant de réponses que de personnes, encore une fois, parce que c'est derrière l'IA, c'est aussi l'humain et c'est lui qui donne le prompt, comme tu as dit, tu vois. Et c'est comment tu réfléchis, ton arborescence de pensée. Et finalement, déjà, si en tant que personne sans l'IA, tu as un esprit critique et tu vas chercher les informations, tu vas vérifier, tu vas prendre plusieurs sources, tu vas te nourrir de choses différentes. Et là, tu étayes un avis et un jugement ou une opinion. Déjà, c'est une forme de pensée différenciante. Tu vois ce que je veux dire? Et ça va se reproduire dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Après, je ne saurais pas te dire combien de personnes ont un esprit critique, j'en sais rien, mais combien ne l'ont pas? J'en sais rien, tu vois. Mais en fait, on va retrouver, je pense, les mêmes disparités qu'on retrouve aujourd'hui dans notre monde réel, si je puis dire. Tu vois? Sauf que je pense que ça peut être décuplé avec l'intelligence artificielle si on y met un état de fait, comme quoi c'est une vérité universelle. Tout ce qu'il nous donne est une vérité universelle et qu'on ne prend pas de recul sur le sujet. Voilà. Ok. Bon. Encore un point pour moi. Non, mais il faut bien comprendre. Là, Ah oui. on arrive sur la fin. Vous avez assisté à la première partie sur laquelle on a échangé sur différentes croyances autour de l'intelligence artificielle. Je vous invite à cliquer sur la vidéo qui va s'afficher à l'écran pour voir la partie 2 dans laquelle on va s'interroger sur est-ce que l'intelligence artificielle est capable ou sera à terme capable de remplacer les coachs, les thérapeutes et les psychologues. Vous pouvez cliquer et visionner tout de suite la vidéo.